Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vivre en voyage, le podcast par Amé. Aujourd'hui, on va écouter l'interview de Gomar. Donc, c'est une fille que j'ai rencontrée sur un groupe Facebook parce qu'elle a posté des photos d'un tigre sauvage au Népal, mais en mode elle était à 20 mètres du tigre et je me suis dit c'est où ça? J'y vais. Donc je suis rentrée en contact avec elle et au final je suis allée au Népal grâce à elle. Je suis allée à Bardia grâce à elle. Elle va en parler dans le podcast. Bardia, c'est là où il y a les tigres. J'ai rencontré les gens chez qui elle a créché et j'ai aussi moi-même créché chez eux. Donc pour vous parler de Margot, là elle est en direct de l'Australie. Elle a 27 ans. C'est une Savoyarde saisonnière. Elle a fait sa première saison dans les Alpes quand elle avait 18 ans et elle est partie en Asie du Sud-Est avec une copine quand elle avait 21 ans. Aujourd'hui, elle est en Australie. Elle va expliquer comment elle s'est retrouvée en Australie, qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Elle va aussi casser pas mal de clichés qu'on a sur l'Australie et notamment le coût. Si vous n'avez pas Spotify, vous pouvez aussi écouter le podcast sur ma chaîne YouTube, Amé TV Last Stories 2020. Toutes les images et les vidéos que vous verrez sur le podcast sur la chaîne YouTube sont les images d'archives de Gomar. C'est parti, on l'écoute. Coucou tout le monde, moi c'est Margot, j'ai 27 ans et je suis originaire de Chambéry en Savoie. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'étais cuisinière et du coup j'ai décidé de partir faire des saisons, ce qui était très accessible étant donné que j'habitais déjà en Savoie. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de beaucoup d'horizons différents. Et étant donné que je suis plutôt très sociable, d'avoir de grandes discussions très intéressantes avec des personnes qui avaient déjà beaucoup voyagé. C'est ça qui m'a un peu donné l'envie de le faire. Je me disais, mais purée, si eux le font, pourquoi pas moi? Et du coup, j'ai décidé, pas à ma première saison, mais à ma deuxième saison, de travailler à 100% et uniquement pour mon voyage qui se passerait donc après cette saison-là. J'avais 6 mois de disponible. Et donc, j'ai passé 6 mois à juste mettre l'intégralité de l'argent que je gagnais de côté pour pouvoir me payer mon premier voyage. Ça a été relativement facile parce que quand on est saisonnier, on est nourri, logé, blanchi. Et donc, c'est un des métiers, enfin, c'est une des façons de travailler, je dirais, qui est la plus simple pour mettre de l'argent de côté. Parce que trouver un boulot en station de ski ou en station balnéaire, c'est quand même quelque chose de relativement abordable. Et c'est très souvent logé, très souvent nourri, selon les corps de métier. C'est un métier qui m'a permis très rapidement de mettre de l'argent de côté et très rapidement de m'offrir mon premier voyage. Donc une fois que j'ai fini cette saison, mis l'argent de côté, j'ai décidé de partir en Asie du Sud-Est et donc j'avais sélectionné quelques pays. Et donc mon premier voyage a duré à peu près 4 mois. J'ai été au Vietnam, au Laos, au Cambodge et en Thaïlande. Ça a été la première fois pour moi que je partais à l'étranger, que je partais aussi longtemps. J'étais pas seule pour le coup, c'était mon premier voyage et du coup j'étais pas seule. J'ai après fait d'autres voyages seule, mais celui-là j'étais accompagnée et j'ai vraiment adoré. J'avais une super coéquipière de voyage avec qui j'étais toujours d'accord et donc c'est très très simple de voyager quand on est avec quelqu'un avec qui nous sommes toujours d'accord ou quand on avait envie de faire de la plongée, et ben on avait toutes les deux envie de faire de la plongée. C'était très facile, j'avais vraiment bien choisi ma partenaire de voyage. Ça a été un voyage pour moi magnifique et mon retour en France a été très compliqué. C'était la première fois que je connaissais ça. J'avais pas du tout envie de rentrer et j'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose qui était absolument fait pour moi. Et du coup, mon nouvel objectif de vie était devenu voyager, mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager et vivre mes rêves. Parce que finalement, je m'étais jamais sentie aussi bien à l'autre bout du monde que dans tout le reste de ma vie. Et je m'étais dit que j'avais trouvé ce petit truc, j'avais trouvé mon truc et que j'avais trouvé ma façon de vivre et ce que j'aimais, ce que j'avais envie de vivre et ce que j'avais envie de faire. Et du coup, là, ça a été le début d'un peu d'une nouvelle vie parce que tout ce que je le faisais pour pouvoir voyager. Et du coup, ça me demandait de mettre en œuvre certaines choses, mais finalement, ça a été beaucoup plus simple que ce que je le pensais. Je suis donc rentrée en France, j'ai décidé complètement d'arrêter de faire des saisons parce que je me rendais compte après ce voyage et cette aventure humaine que ça avait été, que je ne voulais plus vivre uniquement pour mon travail et mon travail de saisonnière, même s'il était que 6 mois de l'année, me prenait beaucoup trop de temps. Je travaillais 14 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7 et j'avais envie simplement de pouvoir vivre à côté de mon travail, mais de quand même trouver un travail qui me permettait financièrement de mettre suffisamment de côté pour pouvoir repartir par la suite. Je suis donc à ce moment-là rentrée en France pour une durée d'environ un petit peu moins d'un an, qui m'a permis de mettre de côté suffisamment d'argent pour pouvoir repartir
7 mois. Et donc, je suis repartie 7 mois en Asie du Sud-Est, mais cette fois-ci dans des pays différents. J'ai été aux Philippines, en Birmanie et au Népal. Le plan ne s'arrêtait pas là. Je devais ensuite aller en Malaisie et en Indonésie. Donc, j'étais toujours avec la même partenaire de voyage. Mais malheureusement, arrivé au Népal, on a été bloqué par le Covid et on a dû se faire rapatrier. Donc, le voyage s'est stoppé très rapidement, très net. Et ça a été plutôt brutal comme retour en France. Surtout qu'à notre retour, nous étions confinés. On ne pouvait plus sortir de chez nous. C'était pas des plus agréables. Et donc, j'ai décidé de trouver un travail pendant le confinement. J'ai donc travaillé 6 mois avant de repartir au Népal, toute seule cette fois-ci, parce que mon voyage s'était arrêté beaucoup trop brusquement et je venais de vivre une aventure au Népal qui pour moi était la plus belle de ma vie. J'ai rencontré beaucoup de monde. Je me suis sentie vraiment comme chez moi pour le coup. Et mon cœur était toujours bloqué au Népal. J'avais besoin d'y retourner. Me voilà donc repartie avec mon petit sac à dos et mes envies de bougeotte direction Katmandou. Ça a été un voyage assez compliqué parce que les frontières européennes étaient fermées au moment où j'ai décidé de partir. Du coup, ça a été très très compliqué et j'ai mis 53 heures à aller jusqu'à ma destination finale qui était Bardia. Bardia, c'est complètement à l'ouest du Népal. C'est un petit village qui est pas très loin de la frontière indienne et là-bas, on peut y trouver une réserve naturelle absolument magnifique où on peut observer des tigres, des rhinos, des éléphants et tout un tas de variétés d'oiseaux. Et du coup, là-bas, je m'étais fait des amis à mon premier voyage et du coup, j'ai décidé de retourner voir ces amis-là. J'avais pas vraiment de plan et finalement, j'avais un visa pour 3 mois que j'ai prolongé. Et j'ai pas forcément trop bougé de Bardia pendant mon séjour au Népal, mais ça me suffisait. Je me sentais chez moi, j'étais bien, j'avais mes petites habitudes dans ce petit village, mon petit déjeuner, mon petit coucher de soleil au bord de la rivière, mes après-midi, mes journées dans la jungle à observer les animaux. Ça a été les 4 mois les plus calmes et reposants de ma vie, je pense. Et à l'heure actuelle, mon cœur est toujours à Bardia. J'ai vraiment du mal à me séparer du Népal. D'ailleurs, j'ai pas besoin de le faire, mais j'ai vraiment du mal à me séparer du Népal, qui est pour moi vraiment un gros coup de cœur. Et du coup, j'avais prévu de rester là-bas le maximum, donc c'est 5 mois maximum. Et en fait, une fois de plus, j'ai été stoppée net par le Covid. Le gouvernement a demandé aux backpackers aux voyageurs de quitter le pays. Donc, une fois de plus, j'ai été rapatriée. Enfin, je devais pas être rapatriée. Je devais juste quitter le territoire et donc j'avais pris des billets pour partir aux Maldives. Il s'est avéré qu'au moment où j'ai fait mon test Covid, j'étais positive. Je ne sais pas comment j'ai pu attraper le Covid dans un village aussi excentré que Bardia, mais j'avais attrapé le Covid visiblement. J'allais très très bien, mais j'avais le Covid et j'ai pas pu donc me rendre aux Maldives. Et ensuite, quelques jours plus tard, ils ont décidé de fermer les aéroports et j'ai donc été bloquée en quarantaine à Katmandou. Ça a été une belle expérience malgré tout. J'étais bloquée dans ma chambre d'hôtel et 11 jours plus tard, j'étais négative. J'ai pu donc sortir de ma chambre d'hôtel et créer un petit groupe WhatsApp avec toute une communauté de Français qui étaient également bloqués au Népal. Du coup, on a décidé de tous se rejoindre dans le même hostel et de juste patienter jusqu'à temps d'avoir un avion tous ensemble. Et nous avons obtenu un avion pour rentrer 3 semaines plus tard en dansant la Macarena et en offrant du chocolat à une directrice d'agence parce qu'il y avait plus que 2 agences qui vendaient des billets d'avion sur Katmandou et il était impossible de les acheter en ligne. Enfin, du coup, on a un petit peu soudoyé la directrice d'agence et on a fini par avoir 11 billets d'avion parce qu'on était 11. On a fini par avoir 11 billets d'avion et à pouvoir rentrer en France. Donc c'était une expérience comme toutes les autres. Je pense que c'est des expériences qu'il faut simplement savoir vivre et si on les prend du bon côté, c'est toujours des jolies histoires à raconter ensuite, des belles rencontres et voilà. À mon retour en France, j'ai donc décidé d'aménager mon véhicule pour pouvoir me sentir un petit peu plus libre de mes mouvements et me dire que je m'offrais des petits week-ends à droite à gauche à moindre frais en fait, de pouvoir profiter pendant le temps où j'étais en France pour pouvoir gagner de l'argent et repartir, de quand même pouvoir profiter des moments où j'étais off au travail pour pouvoir aller me réveiller au sommet d'une montagne, au bord d'un lac. Donc l'aménagement de mon véhicule était vraiment une super option pour me permettre de patienter en France avant de repartir. Et j'ai pas repris le travail tout de suite. Donc j'ai pas mal vadrouillé à droite à gauche, j'ai profité des copains, j'ai profité des festivals français qui sont très nombreux l'été. J'ai un petit peu profité de tout ça parce que mine de rien, on veut toujours partir en vacances, en voyage ou à l'autre bout du monde, mais en France, on a quand même des trucs super chouettes. Donc j'ai profité de tout ça à ce moment-là. J'ai aussi profité de mon été pour tomber amoureuse, ce qui n'était pas franchement prévu parce que quand on voyage un peu solo et qu'on a la bougeotte et qu'on n'a pas prévu de rester quelque part, c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un qui a pas forcément les mêmes envies que soi parce que c'est quand même
pas partout qu'on croise des gens qui ont les mêmes envies de bouger tout le temps, d'être tout le temps à droite, à gauche et de dévouer sa vie à ça. Du coup, j'ai rencontré mon conjoint qui est beaucoup plus ancré en Savoie avec son travail, etc. Et finalement, on a quand même réussi à beaucoup bouger parce que je suis restée 1 an et demi en France à ce moment-là. Et on a quand même réussi à beaucoup bouger, à se faire des petits week-ends à droite, à gauche en Europe quand notre travail nous le permettait. Donc, mine de rien, cette 1 an et demi que j'ai passée en France, elle est passée relativement vite avec les campings, avec mon véhicule, le fait que je puisse voyager de temps en temps le week-end à droite, à gauche en Europe, partir 4-5 jours, découvrir une ville européenne. Ça m'a permis de faire passer le temps, de pas dépenser forcément trop d'argent. Et donc, j'avais pas franchement de plan. Et en fait, c'est offert à moi l'opportunité de partir en Australie, faire un working holiday. Et du coup, en l'espace de 3 mois, j'ai absolument tout quitté, rendu mon appartement, vendu mon véhicule, donné toutes mes affaires à Emmaüs. Et j'ai réduit ma vie à une valise cabine, un sac à dos. Et j'ai décidé de partir vivre cette aventure du working holiday en Australie. Et donc, me voilà rendue en Australie. Et donc, c'est la première fois pour moi que je me retrouve à voyager et à travailler en même temps. Et je découvre un mode de voyage qui est complètement différent de ce que je connais. Où moi, avant, je rentrais en France pour gagner de l'argent. Dès que j'en avais assez, je repartais. Maintenant, je peux faire les deux en même temps. C'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable et finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si onéreux que ce qu'on l'imagine. Parce que moi, pour partir en Australie, par exemple, il m'a fallu un visa. Donc, le visa vacances-travail en Australie qui coûte, donc le Working Holiday, qui coûte 340 €. C'est un visa qui est hyper facile pour les Français, en tout cas, à obtenir. Pour d'autres nationalités, ça sera plus compliqué. Il y aura des tests de langue, il y aura plus de vigilance, etc. Mais en tout cas, nous, la France, on a la chance d'avoir un très bon passeport qui nous permet un petit peu de voyager où on le souhaite et qui nous ouvre beaucoup de portes. Et donc, le Working Holiday en Australie est très accessible pour les Français. Il suffit de prouver de l'équivalent de 5 000 $ australiens sur ses comptes bancaires en France, qui est à peu près 3 200 €. Donc, il faut prouver qu'on a 3 200 € en France et il faut prouver qu'on n'a pas de casier judiciaire et payer les 320 € de visa. Le visa est dans 90% des cas accepté en moins de 24 heures. Donc, c'est très, très simple. C'est juste une demande en ligne. Comme un visa de tourisme, en fait, finalement, ça va aussi vite. Il faut juste donner un acte de casier judiciaire en plus du visa touristique. Mais vraiment, c'est très, très simple. Et 320 €, c'est un montant, c'est sûr. 3 200 € approuvés sur ses comptes bancaires, c'est également un montant. Mais finalement, ça reste quand même une somme relativement raisonnable pour partir vivre à l'autre bout du monde. Une fois arrivé en Australie, les démarches ont été hyper simples. Franchement, hyper méga simple. 1/4 d'heure à la banque, j'avais ouvert un compte bancaire. 5 minutes dans un supermarché, j'avais une carte SIM, j'avais une ligne de téléphone. C'était très simple. Au bout de 2 jours, j'avais trouvé une colocation. Au bout d'une semaine, j'avais trouvé un travail. C'est très très simple. La vie est beaucoup moins chère que ce qu'on l'imagine. Le SMIC est à 2 400 € par mois à peu près. Se loger, ça coûte à peu près 600-700 € par mois. L'essence est à 1,10 €. Finalement, mon plein de courses pour la semaine me coûte à peu près 40 €, 35-40 €. C'est vraiment loin de tous les clichés qu'on peut imaginer où on se dit l'Australie est très chère. Non, l'Australie est beaucoup moins chère que ce qu'on l'imagine. Au début, les prix font peur parce que c'est en dollars et que le dollar est plus élevé que l'euro. C'est-à-dire que 5 $ c'est 3,50 €. Donc forcément, quand on voit quelque chose qui coûte 5 $ dans un magasin, on a tendance à se dire mince, 5 € c'est cher. Mais non, ça reste 3,50 €. Enfin, voilà, tout est très accessible en fait. Beaucoup plus simple que ce qu'on le pense. Et c'est une expérience humaine aussi incroyable parce que on rencontre des tas de personnes, de tas d'horizons différents parce que en fait c'est l'Australie, il y a beaucoup de backpackers, beaucoup de voyageurs qui viennent des 4 coins du monde. Il y a des Français, des Italiens, des Espagnols, des Péruviens, des Argentins. Il y a vraiment toutes les nationalités qu'on peut imaginer. Il y a des Philippins, des Népalais aussi, des Népalais. J'ai fait une superbe rencontre d'un Népalais ici en Australie. Donc vraiment, il y a toutes les nationalités. Ça permet une ouverture d'esprit incroyable. Ça permet des rencontres incroyables. Ça permet d'avoir des connaissances dans tous les pays du monde. Et finalement, le jour où je partirai en Amérique du Sud, j'aurais rencontré plein de personnes qui venaient d'Amérique du Sud ici et je pourrais aller chez eux, je pourrais faciliter mon voyage comme ça. Et c'est une expérience humaine incroyable.
Alors bien sûr, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi les inconvénients de, voilà, si on souhaite rester une deuxième année en Australie, il y a l'obligation de travailler 88 jours, pardon, en ferme. Donc les fermes, c'est tout ce qui est fruits, légumes et animaux. Donc tout ce genre de ferme-là compte pour valider la deuxième année et donc il faut y travailler 88 jours, ce qui représente environ 3 mois. Et souvent, c'est dans des endroits très excentrés. Comme on est beaucoup de backpackers, les places sont très chères et donc très cher. Je m'entends, c'est très compliqué d'avoir une place. Mais une fois qu'on a trouvé une place, il suffit d'y rester, de faire cette 88 jours et de partir. Actuellement, je suis dans ma petite chambre, parce que je suis en ferme et donc je suis logée dans des containers. On est 2 par chambre. C'est des chambres absolument minuscules. Mais c'est toujours pareil. On rencontre du monde, on vit d'autres expériences et c'est aussi une autre découverte. Malgré tout le côté pas forcément super agréable de devoir travailler, reclus de tout. La première route en goudron est à 25 minutes de voiture d'ici. Le premier magasin est à 35 minutes d'ici. Mais voilà, je me dis que c'est que pour 3 mois et pour ma part, j'ai bientôt terminé. Dans 10 jours, je suis partie d'ici. Pour parler un petit peu du côté financier, depuis que je suis arrivée en Australie, je travaille donc depuis le 20 janvier à peu près. On est donc actuellement mi-juillet. J'ai déjà acheté 4 véhicules différents. J'ai acheté et revendu 4 véhicules différents. J'ai pris 15 jours de vacances en Malaisie où je me suis vraiment fait plaisir, où j'ai pas compté mon argent pour la première fois parce que d'habitude, comme je voyage avec un petit budget, avec mon sac à dos, j'ai tendance à faire attention quand même à mes dépenses. Là, j'ai absolument pas compté mon argent en Malaisie. Voilà, j'ai pu vraiment profiter de mes 10 jours de vacances où j'ai rejoint mon conjoint parce que mon conjoint est resté en France du coup. Donc on s'est vu pour 10 jours de vacances. On n'a absolument pas compté. Je vais au restaurant 1-2 fois par semaine. Je peux me permettre des choses que je pouvais pas me permettre en France parce que le niveau de vie est bien meilleur ici. Et actuellement, je suis toujours là, je repars dans 15 jours, je repars en vacances, je pars 3 semaines au Sri Lanka. J'ai actuellement sur mon compte bancaire $7,000 de côté alors que j'ai acheté un van il y a une semaine. C'est vraiment très très simple. En vrai, économiser de l'argent ici, c'est très facile parce que les payes viennent à la semaine et donc on connaît pas de fin de mois difficile comme on peut connaître en France. Au pire des cas, on va connaître un week-end difficile parce que on est à la fin de la semaine, mais vraiment c'est très rare parce que on touche environ $1,200 par semaine. Actuellement, je touche $1,200 par semaine. Je paye $150 de loyer, mais je paye $50 de courses. Et en fait, finalement, c'est les seules dépenses que j'ai. Et du coup, tout le reste, c'est de l'argent de poche, c'est de l'argent que j'économise. Donc, les économies vont très, très vite ici en Australie. Beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Et pourtant, je suis quelqu'un de très économe. J'ai jamais mis autant d'argent de côté aussi vite en France. C'est vraiment quelque chose qui était, pour moi, impossible avant. Et maintenant, pour revenir sur les anecdotes de voyage, parce que je crois que c'est ça le plus drôle. Moi, j'adore rencontrer des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont plein d'anecdotes à me raconter. Et en fait, on a plein d'anecdotes qui, sur le coup, n'étaient pas forcément des moments très drôles, mais avec le recul, ça en fait des histoires vraiment très drôles à raconter. Je me souviens, je passais la frontière entre le Laos et la Thaïlande avec un espèce de bus des plus atroces que j'ai vu de ma vie, je crois. En Asie, ils ont beaucoup de ce qu'on appelle les sleeping bus où on dort très très bien dedans. Et en fait, là, je prends un sleeping bus parce que je devais passer entre le Laos et la Thaïlande et c'était un voyage très long. Et du coup, je m'étais dit que je serais vachement mieux dans un sleeping bus. Et en fait, je suis arrivée dans un bus où il y avait juste des espèces de planches de bois pour dormir et qui étaient plus petites que moi alors que je fais déjà 1m30 quoi. C'était horrible, c'était vraiment infect. C'était en pleine tempête Henri. Il y avait la tempête Henri au Laos à ce moment-là. Du coup, il y avait des écoulements de boue partout sur la route. Les bus étaient bloqués. Enfin, c'était vraiment un enfer ce bus. Et quand enfin j'arrive à la frontière avec la Thaïlande, le chauffeur de bus nous demande de descendre du bus. Et il nous raconte, il nous dit de prendre nos sacs à dos parce que je sais pas quoi, je sais pas pour quelle raison. Donc nous prenons nos sacs à dos, nous descendons du bus, nous passons la frontière à pied. Moi, comme une bonne backpackeuse qui se respecte, j'y vais pieds nus, je laisse mes chaussures dans le bus, tout va bien quoi. Et ma copine de voyage à ce moment-là laisse le sac à dos où on avait l'appareil photo et 400 € dedans dans le bus quoi. Et on prend nos passeports, on traverse avec nos gros sacs de fringues et tout. Et arrivé de l'autre côté de la frontière, une Thaïlandaise vient me voir et me dit alors, comment vous voulez rejoindre On allait à Chiang Rai et elle me dit mais comment vous voulez y aller? En van, en bus, en tuk-tuk? Et je lui dis non mais il y a mon bus qui arrive donc j'ai pas besoin, j'ai déjà payé un bus jusqu'à Chiang Rai.
Ah non, non, il n'y a pas de bus qui arrive. Vous devez prendre un autre moyen de. Elle nous explique que donc aucun bus ne passe la frontière et qu'il faut prendre un autre moyen de locomotion. Nous voilà sans chaussures, arrivés en Thaïlande, pieds nus, plus de chaussures et notre sac avec nos affaires entre guillemets précieuses, donc l'appareil photo, les trucs, enfin, dans ce fameux bus. Et en fait, comme en Asie, tout le monde a l'air d'avoir le numéro de téléphone de tout le monde, on se dit bon, on va leur dire d'appeler notre bus. On va donc à l'accueil de cette frontière. On leur dit appelez le bus qui vient d'arriver de Luang Prabang au Laos. On a nos affaires dedans. Et la dame comprend pas bien, elle essaie de joindre un peu tout le monde et moi j'étais très stressée, je lui dis vite, 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 s'il vous plaît, vite, et tout. J'étais vraiment dans un stress atomique, moi pieds nus, je me disais mais attendez, c'est pas possible, je peux pas rester en Thaïlande pieds nus, enfin oui, j'aurais trouvé une paire de flip-flops, mais en vrai de vrai, c'était quand même drôle. Je venais de passer la frontière, je venais de faire un trajet horrible et j'avais plus de chaussures, quoi. Et du coup, tout un stress pendant un quart d'heure. Tout ça pour que, en fait, finalement, notre bus arrive de l'autre côté de la frontière. Et je regarde la dame qui était venue me voir et je dis, mais vous m'avez fait peur. Vous voyez, mon bus est là. Pourquoi vous m'avez dit qu'il venait pas? Elle me dit, ah, moi, je me suis trompée. On n'a pas dû se comprendre. Et elle est repartie accoster tous les gens qui continuaient d'arriver pour leur demander quel moyen de transport ils voulaient prendre pour se rendre dans je ne sais quelle ville. Et voilà. Donc, en fait, ça a été un quart d'heure de stress où je me suis dit, merde, je suis en Thaïlande, j'ai plus de chaussures, j'ai plus mes affaires, j'ai plus de thunes. Et en fait, non. Tout allait très bien. Mes chaussures sont arrivées, mon sac à dos avec mes billets et mon appareil photo est revenu. Tout allait très très bien. Mais des fois, on vit des trucs comme ça sur le moment, c'est vraiment pas drôle. Et ça a été, pour moi, ça a été souvent des moments aux frontières. Quand j'ai passé la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Toujours pareil, en bus. Et en fait, quand j'ai passé cette frontière, je comprenais pas pourquoi il y avait le chauffeur de bus et il y avait le copilote. Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais il y avait un mec qui tenait compagnie au chauffeur de bus, quoi. Et ce mec-là récupère tous les passeports de l'intégralité des voyageurs, sauf que tous les voyageurs dans le bus étaient cambodgiens ou vietnamiens. Et on était, nous deux, les seuls touristes, quoi, dans ce bus. Et ils prennent tous les passeports et ils nous disent, partez, ils nous envoient genre 3 kilomètres après la frontière avec le bus sans nos passeports. Et donc, moi, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Je disais, écoutez, moi, j'attends mon passeport ici. Je peux pas être. Je viens de l'autre bout du monde. Imaginez si je me retrouve sans passeport au Cambodge, je vais faire comment? Et le mec me rit au nez et me dit, mais pas du tout, madame, vous allez attendre comme tout le monde, 3 kilomètres plus loin. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a stressé de laisser mon passeport et de pas l'avoir. Et en plus, le mec nous a dit, j'arrive dans 20 minutes et 1 heure et demie plus tard, il était toujours pas là. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible, ils vont jamais me ramener mon passeport et je vais me retrouver au Cambodge sans papier d'identité et je vais faire quoi? Et je vais faire comment? Et ça a été un moment de stress. Et en fait, le mec est revenu avec les passeports de tout le monde sur un petit bout de scooter. Avec tous ses passeports sous le bras et tout s'est très très bien passé. Mais sur le coup, c'est des moments un peu de panique, quoi. Mais ça en fait des souvenirs, en fait. Ça en fait des souvenirs et c'est ça qui est cool. Et d'avoir des choses à raconter. Enfin, moi, je m'imagine en tout cas avoir des enfants et je me dis, mais je vais avoir plein de choses à leur raconter, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Je me revois quand j'étais à Bardia au Népal en train d'essayer d'expliquer aux Népalais que, en fait, chez nous, dans ma culture à moi, il est impossible d'aller réveiller quelqu'un au milieu de la nuit juste parce qu'on a envie de le réveiller. Concrètement, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, au Népal, ils ont un truc c'est dans leur culture, c'est comme ça. S'ils ont quelque chose à te dire au milieu de la nuit, ils viennent, ils frappent à ta porte jusqu'à temps que tu te réveilles et ils te disent ce qu'ils ont à te dire. Et en fait, moi, j'ai essayé de leur expliquer par A plus B que c'était quelque chose de pas possible à faire chez nous. Mais en fait, c'est tellement ancré en eux que voilà, c'est comme ça. Enfin, je me revois une nuit, je faisais la fête et je suis fumeuse, j'avais plus de cigarettes et tout le monde me regarde d'un air très naturel et me dit oui, va frapper chez Souman, demande-lui des cigarettes. Souman, c'est le mec qui tenait le petit bout de KGB où il vendait 3 petits trucs sur le bord de la route à côté et c'était le voisin quoi qui vendait 3 paquets de cigarettes, 2 bouteilles d'eau et ce genre de trucs juste à côté et je dis mais 3 heures du matin, je vais pas aller réveiller Souman. Si, tu passes derrière la boutique, tu frappes à sa porte, c'est la porte de sa chambre, il va venir t'ouvrir. Et moi je me disais mais c'est impossible de faire ça. Tout le monde m'a dit mais si Margot, vas-y. Et me voilà donc partie réveiller Souman au milieu de la nuit à 3 heures du matin pour qu'il me donne un paquet de cigarettes. Et Souman me dit oh là là, je suis désolée, j'ai mis du temps à me lever. Et en fait, c'est moi qui étais hyper désolée de le déranger, mais pour eux, c'est normal. Un matin, on m'a réveillée, il était 5h30 du matin. On a frappé à ma porte, on m'a réveillée, on m'a dit ah Margot, je pars dans la jungle aujourd'hui, si t'as besoin de quelque chose, vois avec mes parents. C'était un Népalais qui me réveillait, qui me disait ça, mais je lui dis mais oui, mais tu pouvais m'envoyer un texto, je l'aurais vu quand je me serais levée. Mais en fait, c'est tellement naturel de faire ça. Et des fois, on arrive dans des familles ou dans des endroits et les cultures sont tellement différentes qu'on se dit mais c'est pas possible. Moi, il y a des fois où je me suis dit c'est pas possible, ils me respectent pas. Et en fait, c'est pas qu'ils me respectent pas, c'est que leur culture est comme ça et en fait pour eux c'est normal et du coup en fait il s'agit juste de s'habituer à ça, mais c'est particulier au début, des fois c'est particulier, des fois il y a des cultures qui sont vraiment très éloignées de la nôtre et du coup ça crée un peu des chocs culturels assez marrants. Je sais pas pour toi Amé, mais ça a dû t'arriver plus d'une fois
dans des pays, en tout cas en Asie, quand les hommes te voient conduire des motos ou faire ce genre de choses, ça a dû les surprendre plus d'une fois. Moi, je sais que on m'a dit à plusieurs reprises, mais tu vas conduire la moto? Oui, oui, je vais conduire la moto, ça va bien se passer. Mais ça surprend toujours au début. Et je sais que souvent, j'ai des visages qui sourient sur le bord de la route quand on me voit conduire une moto. Ça fait rire les gens et ils s'arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire et ils se disent, oh, une fille sur une moto, c'est surprenant. Selon les pays, des fois, ils sont pas forcément habitués à ce que les femmes conduisent des motos et du coup, c'est marrant. En tout cas, quand je fais le résumé de ma vie à 27 ans, je me dis que c'est plutôt une belle histoire. Je me dis que j'ai marché, j'ai trekké en direction de l'Everest, j'ai dormi dans une cabane en paille et en terre pendant 4 mois au milieu de la jungle népalaise. J'ai fait de la plongée à Bornéo. J'ai fait le Nouvel An sur la plage en Indonésie. Enfin voilà, je trouve que c'est plein de belles aventures, enfin c'est une jolie histoire finalement, c'est une jolie histoire et je suis contente aujourd'hui de pouvoir m'offrir la vie que je rêvais d'avoir et en fait ce qui est important de comprendre c'est que cette vie-là elle est vraiment accessible pour tous quoi. Moi je viens d'un milieu où il y a pas, enfin ma famille il y a pas d'argent. Je viens pas d'un milieu riche, ma famille il y a pas forcément d'argent. J'ai pas fait de grandes études, j'ai toujours eu que des petits boulots. J'ai un CAP de cuisine, voilà. Enfin, clairement, j'ai juste un CAP cuisine. J'ai toujours fait que des petits boulots qui rapportaient pas forcément beaucoup plus que le SMIC. J'ai toujours essayé de boucler mes fins de mois. J'ai eu beaucoup de fins de mois difficiles. J'ai été à découvert pendant peut-être 2 ou 3 ans de ma vie. J'étais à découvert et voilà. Et toutes ces histoires de voyage, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire de façon de voyager. Évidemment, si on veut voyager en partant dans des grands hôtels, dans des grands palaces, en faisant des activités très chères, si on veut aller faire du jet ski à Saint-Tropez, forcément, c'est sûr que c'est pas le même budget que faire du snorkeling aux Philippines, quoi, par exemple. Mais du coup, c'est des choix. Après, moi, j'ai accepté de voyager avec un plus petit budget, d'aller dans des auberges de jeunesse, de me déplacer uniquement par mes moyens. Voilà, j'ai fait ces choix-là, mais ça me permet de découvrir beaucoup plus de pays, et puis de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Donc, faut être prêt à faire des concessions sur le confort, parfois, mais toutes ces concessions-là, je trouve que par rapport à tout ce que ça nous apporte, ça n'a pas de prix, quoi. Ça a vraiment pas de prix et c'est clairement ça le plus important, c'est de pouvoir s'émerveiller tous les jours quand on ouvre les yeux parce qu'on est dans un endroit différent, parce qu'on est en face d'un paysage magnifique, parce qu'on est au milieu d'un petit village rempli de locales et que les locaux sont juste incroyables. C'est tout ça qui est trop important en fait. C'est tout ça qui est trop important. J'ai vu des dizaines de tigres à 20 mètres de distance, 20-30 mètres de distance au Népal. Je sais pas, j'ai dormi dans une cabane, dans un arbre au milieu de la jungle. Quand je suis arrivée dans la cabane, il y a un éléphant sauvage qui passait en bas de la cabane. J'ai des souvenirs de voyage et de trucs et c'est des trucs qui resteront à jamais gravés dans ma tête en fait. Et j'ai jamais été riche. Et ça m'a jamais empêché de faire toutes ces choses-là. Et je serai jamais riche. Et la vie que j'ai, je l'ai pas parce que j'ai de la chance, je l'ai juste parce que j'ai pris des décisions et prendre ces décisions-là et décider de voyager comme ça, c'est aussi renoncer à autre chose. C'est renoncer à son confort en France, c'est renoncer à voir sa famille tous les jours, c'est renoncer à voir ses amis tous les jours, c'est parfois fêter ton anniversaire seul, fêter Noël seul, loin de tout le monde. Mais en fait, c'est juste des choix de vie. Et toutes ces concessions-là, j'ai été OK de les faire pour vivre mes rêves aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment cette partie-là qui est, je pense, la plus compliquée, plus que la partie financière. C'est plus la partie affective qu'on va laisser en France, en fait, finalement. Mais sinon, non, moi, ma famille me manque pas particulièrement parce que j'ai des contacts avec eux qui sont différents. Hein. Je mange pas avec eux le dimanche midi, mais je les appelle en visio, j'ai des nouvelles. Voilà, j'ai une petite sœur qui a eu son permis, je l'ai jamais vue conduire de ma vie parce que je suis pas là. Mais c'est pas grave parce que bientôt elle me rejoint aussi pour quelques vacances. Donc voilà, on fait autrement, on voit ses proches autrement, mais quand on rentre en France, on en profite beaucoup plus. Finalement, les moments sont moins longs, mais beaucoup plus intenses, et ça permet aussi de faire une sélection naturelle, je dirais, dans nos amis, dans nos proches et tout ça. On sait qui sont nos vrais amis parce que même quand on n'est pas là pendant des mois et des mois, on rentre en France et on les retrouve comme si c'était hier. Et c'est des beaux moments aussi, des beaux moments de partage. Et on a plein de belles histoires à leur raconter et ils sont toujours contents de nous écouter. Et donc moi, pour la suite, là, je m'imagine, donc là, ça fait depuis le 10 janvier que je suis en Australie. Je pense rester ici pour 2 années. Les 2 années que je vais passer ici vont me permettre de mettre de l'argent de côté et de visiter un petit peu les pays aux alentours que j'ai pas encore visités. Et ensuite, j'irai passer une année en Nouvelle-Zélande pour continuer à travailler un petit peu par ici et mettre un petit peu de sous de côté. Et puis, j'ai très, très envie de découvrir la Nouvelle-Zélande aussi. Et puis ensuite, le plan est de partir quelques mois
je dirais 8 ou 9 mois en Amérique du Sud parce que c'est un continent que j'ai jamais visité et que j'ai très envie de visiter. Donc voilà, un petit peu mes projets d'avenir, c'est ça pour le moment. Là, je pars au Sri Lanka d'ici quelques semaines, rejoindre mon conjoint finalement qui arrive lui aussi finalement en Australie, donc c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir enfin vivre ensemble, donc ça va être chouette. Et voilà, et donc plein de projets. On a notre petit van Freddy, il s'appelle Freddy. Donc notre petit van qui est arrivé il y a pas longtemps et qui va nous permettre de vivre plein de jolies aventures, plein de belles histoires, de pouvoir visiter l'Australie en se baladant tranquillement à notre allure. Et voilà. En tout cas, si j'ai juste un mot de la fin, c'est simplement, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si là, tout de suite, maintenant, dans le mois qui suit, vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Faites-le dans 6 mois, donnez-vous la possibilité de le faire dans 6 mois. Et tout ça, toute cette vie-là, c'est pas une chance, c'est une question de choix et de décisions qui sont à prendre et qui sont pas forcément les décisions et les choix les plus simples, mais une fois que vous les aurez pris, c'est que du plus et c'est vraiment une vie, c'est une vie, en tout cas pour moi, c'est la meilleure vie qu'on puisse mener. Découvrir le monde et juste vivre de sa passion et voilà, c'est la plus belle chose pour moi, c'est la plus belle chose à faire. Et d'après mes expériences, moi, ce que j'ai vraiment retenu, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé que voyager à deux, c'est vraiment cool. C'est dans le partage, on partage plein de choses, on vit plein de choses à deux, voilà. Mais vraiment, le voyage seul, ça a été pour moi la plus belle découverte que j'ai faite. Voyager seul, c'est être confronté à soi-même, mais c'est aussi être beaucoup plus ouvert aux rencontres une fois sur place. Parce que quand on est deux, finalement, voilà, si on va boire un verre à deux et on sociabilise pas forcément avec les gens autour. Alors que quand on est seul, et ben si on peut pas rester tout seul, il faut sociabiliser. Et c'est vraiment le fait de voyager seul qui m'a permis de rencontrer plein de monde et je me suis sentie très à l'aise seule. Je pensais pas et vraiment je me suis sentie très très à l'aise seule. Et au jour d'aujourd'hui, si je devais décider entre voyager à deux ou voyager seule, je voyagerais seule. J'ai très très envie de partager beaucoup de moments avec mon conjoint et qu'on s'amuse aux quatre coins du monde tous les deux et qu'on profite et qu'on découvre plein de belles choses. Mais je pense que je garderai toujours cette envie de voyager seule et je garderai toujours mes petits moments de voyage seul de temps en temps, 1 mois par-ci, 2 mois par-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, de me retrouver seule à l'autre bout du monde et d'aller à la découverte de moi-même et à la découverte des gens. Merci Margot pour ton témoignage. Franchement, ça vend du rêve. Là, j'ai juste envie, c'est de me barrer en Australie. En plus, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années, le PVT. Mais voilà, avec le Covid et tout, tous les plans ont changé. Merci pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé des anecdotes de voyage. Comme d'hab, les passages des frontières, c'est toujours là où on a les pires histoires qui après sont drôles à raconter. Mais sur le moment, franchement, c'est horrible et on se chie dessus. Je te comprends. J'ai même développé ce que j'appelle la borderophobie. Donc c'est la phobie des frontières, puisque moi j'ai carrément des angoisses dès que je dois passer une frontière. Merci pour ton témoignage trop inspirant, ça donne envie, ça fait plaisir, c'était vraiment le bonheur de t'écouter, j'ai trop kiffé, j'ai pas du tout vu le temps passer. Vraiment super témoignage. Le coup des saisonniers, j'adore parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de voyageurs qui font ça, saisonniers. Donc j'avais vraiment envie de mettre ce profil-là dans le podcast pour montrer une autre forme de vivre en voyage, être saisonnier puis voyager. Moi, c'est plus travailler en ligne et voyager en même temps. Maintenant, toi, tu vis en Australie et travaille là-bas et voyage aussi là-bas. Merci encore Goma, on va mettre le lien de ton Instagram. N'hésitez pas à la suivre, on sait jamais si un jour on devient des influenceuses, on n'aura plus besoin de bosser. Chaque écoute, commentaire et like compte parce que voilà, produire tout ce contenu, ça prend du temps et aussi ça nécessite du matériel comme les micros, les caméras, etc. Donc dans le prochain épisode de Vivre en voyage, on aura soit un épisode fait par moi où je vais raconter donc la suite de la pandémie au Cambodge, Campote, etc. tel que je l'ai mentionné dans le podcast précédent. Ou alors on aura l'interview de quelqu'un d'autre car il y a 2 personnes qui vont me faire une interview cette semaine. Une fille vit au Cambodge et qui est chercheuse, donc comme ça c'est aussi un bon profil à voir puisqu'on peut voir qu'on n'est pas obligé de partir complètement à l'improviste en mode auto-entrepreneur ou à l'arrache tout seul, mais qu'on peut aussi partir dans un cadre, dans le cadre universitaire. Et j'ai aussi pas mal rencontré de gens qui partent dans ce contexte-là. Et c'est vraiment un bon compromis puisqu'on n'est pas tout seul. Et une autre personne qui voyage et qui fait aussi les cours de teaching en ligne et qui a pour le coup plein d'anecdotes de voyage à raconter et qui était aussi bloquée au Cambodge à cette époque. Donc voilà, plein de témoignages à venir des uns des autres. Et puis moi, je continue de vous raconter ma life en espérant que vous en avez pas marre.
Et aussi, bientôt, je vais faire des épisodes sur des sujets du voyage et des sujets par rapport aux digital nomades, aux expats. Donc, la question d'avoir des enfants, la question des relations sociales, comment on se fait des potes. Je veux dire, quand on bouge tout le temps, voilà, on me demande souvent comment tu fais pour te faire des potes. C'est pas trop dur de quitter tes potes, mais en fait, tes potes, c'est pas vraiment tes potes puisque c'est des gens que tu vois pendant 3 mois et puis que tu vois plus. Donc voilà, plein de sujets comme ça sur notre mode de vie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, je vais collecter les questions et un jour, ça fera l'objet d'un podcast entier sur toutes ces questions, en fait, parce que, bah voilà, ça nous intéresse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vivre en voyage. Mon micro n'a plus de batterie, il va s'arrêter, donc je vous laisse. Merci à tous d'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Merci, merci, merci. Et surtout, bonnes vacances à tous. Salut!